Ils attaquent tous azimuts, tout ce qui ressemble de près ou de loin à israélien est une cible. On a quelques cas très récents. On a H&M Israël qui s'est vu voler plus de 300 000 documents et qui ont été publiés sur Internet. Une autre attaque pour laquelle ils ont demandé une rançon. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Alors plein de nouvelles encore ce matin. On va commencer par une nouvelle un peu inquiétante parce que quand on travaille en Israël avec des Juifs, avec des Israéliens, on peut être une cible pour les pirates informatiques. Oui, alors c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les groupes de pirates iraniens. Dont on connaît un déjà, qui ça fait peur. Pirates iraniens, déjà, on tremble. Oui, effectivement. Alors, ils ont une date anniversaire comme chaque année en cette période. Ils ciblent vraiment beaucoup des entreprises israéliennes. À cause de quoi? De Yom Yerushalayim? Alors, de la guerre des 6 jours? C'est un mélange de Yom Yerushalayim, du Ramadan, de la guerre des 6 jours, etc. Donc ça tombe en ce moment, c'est particulièrement en début mai. Ils attaquent tous azimuts? Oui, ils attaquent tous azimuts, tout ce qui ressemble de près ou de loin à israélien est une cible. Et on en a vu beaucoup passer ces derniers temps. Il y a eu même un avertissement sévère de Marach Hagana, Marach HaCyber HaLeumi. Et par exemple, alors ça veut dire quoi Marach HaCyber HaLeumi pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu? C'est l'organisme qui gère, c'est un peu l'armée de la cybersécurité en Israël. D'accord. Donc qui est à disposition de l'ensemble des organismes commerciaux ou militaire d'Israël et qui est censé protéger, qui a vocation à protéger les intérêts d'Israël en ce qui concerne la cybersécurité. Alors, est-ce qu'ils peuvent être amenés à faire des attaques pour récupérer de l'argent, pour demander des rançons, par exemple? C'est possible? Oui, absolument. D'ailleurs, on a quelques cas très récents. On a H&M Israël qui s'est vu voler plus de 300 000 documents et qui ont été publiés sur Internet. On a une autre attaque qui a visé une entreprise Veritas, une entreprise de logistique israélienne, pour laquelle ils ont demandé une rançon qui a été refusée de payer, comme pour le cas de Sherbit. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, ils diffusent les documents sur Internet où ils les vendent sur ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire l'Internet qui n'est pas visible par Google, donc l'Internet qui est visible que par ceux qui cherchent par leurs propres moyens à travers des forums non visibles du grand public. Et ça se vend à qui mieux le mieux. Donc il y a un marché pour ces données, voire une diffusion simple pour nuire. Donc ça existe également. On a un autre cas d'une société qui s'appelle Ecologue, qui fournit du conseil en ce qui concerne l'environnement, notamment à l'armée israélienne, qui a été cible d'attaques, ciblé par ce fameux groupe Networm, qui est affilié à des organismes iraniens et qui essaye de faire un maximum de dégâts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est mis en place par l'État d'Israël pour essayer Alors, la meilleure protection, ce que je dis souvent à mes clients, et pas plus tard que la semaine dernière, un de mes clients, une mairie israélienne dans le sud du pays qui a été une cible très précise pour ces attaques, a pu éviter les attaques parce que je leur ai prodigué une formation sécurité à l'ensemble de leurs salariés. Et en fait, ça passe souvent par le mail, c'est-à-dire qu'on reçoit un mail qui ressemble à quelque chose de très fiable, d'officiel, avec le logo, avec le nom de la personne, correctement formulé, avec juste une demande de ouvrir le document joint. Et c'est par là, 90% des cas, qu'arrivent les problèmes. On fait attention à ce genre de choses. On fait extrêmement attention aux mails qu'on reçoit. À tous ceux qui se sont fait pirater, parce que vraiment, c'est pas très agréable de voir toutes ces données. Et surtout, ne payez données jamais publiées. les rançons. On ne paye pas. Jamais. Quitte à voir tous ces secrets publiés. Oui, mais de toute façon, même si vous payez la rançon, vous n'êtes protégé de rien parce que personne ne vous garantit rien du tout. Bon, alors on va avancer vers des nouveautés technologiques plus réjouissantes, notamment le fameux paiement sans contact. Ça fait déjà quelques temps que c'est arrivé avec les nouvelles cartes bleues et le petit signe sur la carte. On approche simplement sa carte, sans code, sans rien, et on paye comme ça. Alors, qu'est-ce qui
est nouveau dans le domaine. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je crois que ça vient de sortir, c'est une nouvelle qui vient de sortir. Oui, alors ce qui est nouveau, c'est que Apple Pay est arrivé en Israël. Et Apple Pay, c'est un paiement sans contact avec son téléphone, c'est-à-dire qu'on enregistre la carte bleue dans le téléphone et c'est le téléphone qui devient une carte bleue. Donc quand on va acheter quelque chose au magasin... non, il y a des protections contre la perte également, de même que la carte bleue est protégée. Donc même si on le perd, c'est pas grave. Par contre, il faut faire attention. Mais il faut approcher son téléphone du terminal de paiement du magasin. Et à ce moment-là, selon le montant de l'achat, si c'est moins de 200 €, ça passe tout seul. Et si c'est plus de 200 €, il faudra renseigner un code, tout comme la carte bleue normale. Sauf que, vous me direz, ça existait jusqu'à présent également avec la carte bleue. On approchait, ça marchait aussi en Israël et à peu près partout dans le monde. Sauf que là, la nouveauté, c'est qu'avec les terminaux Apple, donc les téléphones Apple, les iPhones, etc., ce n'était pas possible, ce n'était pas faisable parce que les paiements étaient basés sur la technologie NFC, qui est une technologie de paiement sans contact qui est bloquée par Apple, mais qui est disponible sur les autres téléphones, notamment Android. Et là, la technologie Apple, elle est basée sur EMV. Et ça, c'est une technologie qui est promue par Apple et qui vient donc d'être activée et disponible pour également les téléphones Apple. Donc maintenant que vous soyez sous Apple ou sous Android, vous pouvez payer sans fil. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour ceux qui auraient, par exemple, oublié leur carte à la maison, ça peut rendre service. Tout à fait. Alors maintenant, une nouvelle qui a révolutionné, on va dire, la toile, révolutionné les utilisateurs. C'est la nouvelle qu'on connaît déjà depuis quelques mois, je crois que depuis le mois de février, où WhatsApp a annoncé qu'il fusionnait avec Facebook, ou plutôt Facebook avait racheté WhatsApp, et que donc les utilisateurs étaient un petit peu menacés de voir s'ils n'acceptaient pas de donner leurs informations personnelles à Facebook et de partager leurs contacts, aller voir leur compte WhatsApp fermé. On en est où ? Oui, alors ça a fait effectivement un énorme tollé en début d'année, fin 2020, début 2021, car WhatsApp avait annoncé des nouvelles conditions générales d'utilisation dans lesquelles les données de WhatsApp étaient transmises à Facebook. Automatiquement, voilà. Et c'était obligatoire. Et ceux qui n'acceptaient pas avant le 8 février 2021, verraient leur compte WhatsApp fermé, bloqué. Face au tollé, WhatsApp a décalé, Facebook, la maison mère, a décalé la menace au 15 mai de cette année. Et chose nouvelle qui vient d'être annoncée, finalement, ce délai a été décalé à une date ultérieure, non communiquée. On ne sait pas quoi. On voit en tout cas que la pression publique des utilisateurs, etc., semble fonctionner. Ça donne... a priori, on y va, quoi. A priori, on y va, voilà. Oui, mais ils ont compris que c'était surtout une erreur de communication et ils essayent de soigner la communication et faire les choses de manière un peu plus douce, moins brutale. Un peu plus douce, mais bon, il faudra quand même Et juste une petite parenthèse, il faut noter que cette menace ne pèse absolument pas sur les citoyens européens en raison de la RGPD ou GDPR, la loi pour la protection des données personnelles, qui empêche Facebook et WhatsApp de même démarrer ce genre d'initiative. Donc, en Israël, cette loi n'existant pas, non, il n'y a pas de loi de protection des données personnelles et tout ça est encore en très 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 balbutiement avec Chok Haganat HaPratiut, donc il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Bon, on va continuer avec une autre nouvelle. Décidément, les failles de sécurité sont à l'honneur de cette revue de presse. Et là, pour le coup, c'est la société Dell qui a dû se dépatouiller avec une grosse faille qui a bien fait parler d'elle, on va dire, il y a quelques jours. Oui, alors encore une découverte israélienne de la société SentinelOne, qui est une société de cybersécurité israélienne, qui a découvert, un chercheur de cette société a découvert une faille qui permettait sur tous les ordinateurs Dell de devenir administrateur du poste de travail de l'ordinateur ou du serveur d'ailleurs, dès qu'on avait accès au serveur. C'est-à-dire ce qu'on appelle une élévation de privilèges. Dès que vous avez accès à l'ordinateur, vous pouvez utiliser le composant Dell qui sert à la base pour communiquer avec le matériel. Donc c'est quelque chose qui est entre le système d'exploitation, c'est-à-dire le Windows par exemple,
et le matériel lui-même, et qui permet de devenir maître total du poste ou du serveur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pouvait rentrer par exemple dans une banque et d'essayer de changer les données ? On pouvait faire ça ? Alors, si on a passé l'obstacle d'accéder ce qu'on appelle le device, l'ordinateur, le serveur, oui, dès qu'on a accès au poste, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu. C'est-à-dire qu'on peut devenir administrateur, et quand on est administrateur, on peut tout faire. Mais sauf que ce n'est pas une faille qui permettait d'accéder à distance. Donc, elle est grave dans sa catégorie de ce qu'on appelle élévation de privilèges, mais elle n'est pas grave en ce qui concerne l'accès à distance. Donc ça a quand même fait beaucoup parler du sujet. Dell a immédiatement publié un correctif. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que cette faille existe depuis au moins 2009, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Donc, c'est une société israélienne qui a mis fin à cette faille, donc c'est bravo. C'est l'occasion peut-être de rappeler qu'il faut installer des programmes. Il faut mettre à jour les mises à jour de sécurité, extrêmement important, toujours mettre à jour les mises à jour de sécurité dès que possible. Bon, on va finir par une nouvelle réjouissante cette semaine. Il y a des nouveaux centres de données qui vont se créer en Israël. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se fait ? Oui, alors tout ça est né principalement du projet Nimbus du gouvernement israélien qui vise à migrer ses infrastructures informatiques vers le cloud. Le cloud, le Hanan ou le nuage, comme on appelle ça en français, c'est un ensemble de ressources informatiques, donc de serveurs ou de composants informatiques mis à disposition du grand public ou des entreprises, mais qui est géré par un tiers, en l'occurrence un spécialiste du domaine comme Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Et donc il y a eu un appel d'offres dont deux des gagnants qui sont Amazon AWS et Google Cloud ont déjà annoncé la création de centres de données, donc de data centers en Israël. Pour 2022 Pour 2022, absolument. Donc c'est bientôt. Oui, tout à fait. Et deux des perdants, qui sont des grands perdants, qui sont donc Azure avec Microsoft avec Azure et Oracle. Il y a aussi IBM, mais Microsoft, Azure et Oracle avaient également annoncé la création de data centers ici en Israël. Azure à Modin, qui est pas très loin d'ici, entre Jérusalem et Tel Aviv, et Oracle ici même à Jérusalem, à Har Chotzvim, dans une des tours dans le quartier d'affaires de Har Chotzvim, ce qui va apporter encore beaucoup d'eau au moulin israélien et plus particulièrement ça va créer des emplois à Jérusalem, c'est extraordinaire. Au moulin de Jérusalem, tout Bien à sûr. fait. Ça va un peu dans la veine de ce dont on parlait la semaine dernière avec les supercalculateurs dont il y a une volonté de la part de Nvidia et du gouvernement d'installer ces ressources en Israël. Et Israël est en train de devenir un point chaud en tout ce qui concerne l'informatique, et le cloud fait énormément partie de ce sujet. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, on est très content de la partager, enfin que tu la partages avec nous déjà. On espère que ceux qui nous écoutent, pourquoi pas, se feront embaucher dans ces nouveaux centres. Merci David Schiffers d'avoir été avec nous et de nous parler de techno. On va être au point toutes les semaines grâce à tes interventions. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.